Alors bonjour Claire et David, bienvenue dans Varions les éditions en live. David est le recordman des participations après avoir été la première fois pour présenter sa maison et ensuite avec Alexandra Kozelik. Donc aujourd'hui, c'est au tour de Claire Duvivier pour son roman Un long voyage. On est ravis de vous avoir avec nous. Et est-ce qu'on peut déjà commencer par la présentation du livre? Comme ça, on rentre directement dans le vif du sujet par Claire. Oui, bien sûr, pas de problème. Un long voyage, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Yes. Au début du roman, c'est un petit garçon, un très jeune homme. On comprend tout de suite qu'il raconte sa vie alors qu'il est beaucoup plus âgé. Il s'adresse à une mystérieuse Gémétouze, on ne sait pas du tout qui c'est, on le devine au fur et à mesure du récit. Et il va lui raconter sa vie et aussi comment il a rencontré quelqu'un qui l'a radicalement changé, cette vie qui s'appelle Malvine Zelina de Felarazi, donc une femme pour qui il a travaillé au cours de sa vie et qui, on le devine, pour qui cette Gémétouze a énormément d'admiration. Donc voilà, c'est le fil rouge du roman. Ah, j'ai un problème de micro, c'est ça? Vous n'entendez pas? Ouais, il y a des... Oui, en je vais fait, l'approcher alors. on entend très bien, mais il y a des grésillements Ouais. en fait. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est par le fait que vous bougiez ou pas, je ne sais pas. Je vais essayer de ne pas bouger. Ouais, c'est parfait là. Là, j'ai l'impression que c'est parfait. David, est-ce que tu veux déjà nous dire pourquoi avoir choisi ce roman? Oui, alors attends, moi j'ai pas fait test micro, est-ce que tu m'entends? Parfait, c'est bon. Ok, il n'y a pas de grésillement, ça vient pas de moi? Non, c'est pas toi. C'est bon. Ok. En fait, en toute honnêteté, je connais Claire depuis un certain nombre d'années, même si on n'est pas proches ou si on n'est pas particulièrement des amis, on est des collègues dans l'édition, même si on est dans des maisons différentes, qui ont le même âge, c'est-à-dire qu'on 10 ans. Donc Claire, elle est éditrice aux éditions Asphalt. Et en fait, je ne savais pas du tout qu'elle écrivait. Et un jour, elle a lu un de nos romans et elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer, mais je ne savais pas du tout que c'était un manuscrit. Je me disais, elle a repéré un roman à l'étranger qui n'est pas pour elle, qu'elle voudrait me proposer. Et en fait, a débarqué un manuscrit. Généralement, c'est un peu délicat quand un autre éditeur ou une éditrice vous propose un manuscrit parce que dans la quasi-totalité des cas, il va falloir dire non, mais avec beaucoup de diplomatie parce que c'est quelqu'un qu'on va recroiser quotidiennement ou plus ou moins régulièrement. Et je l'ai lu en me disant, il faut que je trouve assez vite, dans les premières pages, des choses qui vont me permettre de justifier un refus. Et en fait, j'ai lu tout le roman, je l'ai adoré, je lui ai proposé tout de suite qu'on le fasse. Et voilà, parce que c'était très, très inattendu parce que je me rends compte que la manière dont je le formule peut être désobligeante vis-à-vis de Claire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est que, en fait, Claire publie du roman étranger français qui a souvent une qualification urbaine. Donc, parfois du polar, parfois de la littérature générale. Et en fait, il y a quelques textes que j'aime beaucoup dans son catalogue, il y a quelques grands textes, mais spontanément, je ne suis pas très lecteur de ce type de littérature. Donc, je pensais qu'elle écrirait ce type de texte. Et en fait, est arrivé un texte qui était complètement inouï pour moi, parce qu'en plus, depuis quelques années, je réfléchis sur la fantaisie étrangère, la fantaisie de langue française. Là, pour un autre éditeur, je prépare 2 livres sur Ursula Le Guin, qui est une autrice de chevet, qui est une américaine qui est décédée il y a 2 ans. Et donc, quand j'ai vu un manuscrit qui était de la fantaisie, mais en fait très littéraire, qui rompait avec certains codes de la fantaisie, qui en renouait avec d'autres, ben, j'étais très heureux. Et voilà. Et l'avantage de travailler avec une éditrice, c'est que le travail est d'emblée très, très sérieux et professionnel. On est face à quelqu'un qui a beaucoup de répondants intellectuels et techniques. Donc, c'était très, très agréable. Et voilà. J'ai pas vraiment eu d'hésitation, mais j'ai pensé au fait qu'on dit souvent dans l'édition, c'est que de la connivence et voilà. Donc, je me suis dit en termes d'image, est-ce que ça serait pas problématique? Après, comme ça colle parfaitement avec ce que je cherchais, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Comme le texte est très bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et comme en fait, Claire ne me doit rien et je ne dois rien à Claire, et voilà, c'était assez simple finalement de faire ça, et puis ça se passe très très bien. Et pour la petite histoire,
vous saurez que effectivement, dans l'édition, on a parfois publié, pas aux Forges de Vulcain, mais parfois on a publié des livres d'éditeurs ou d'éditrices qui n'étaient pas très bons pour des mauvaises raisons. Mais il y a aussi des très très grands écrivains qui étaient éditeurs de profession, et notamment Toni Morrison, qui la prix Nobel américaine, qui a été éditrice pendant très très longtemps. Et pour ceux que ça intéresse, dans la préface américaine de l'édition Penguin, enfin pas Penguin, je ne sais plus chez qui c'est, mais la dernière édition de poche de Beloved, il y a 5 pages où elle explique ce qu'elle faisait en tant qu'éditrice et comment être éditrice, ça l'a aidé à être une meilleure romancière. Alors, je rebondis, merci David. Je rebondis, Claire, sur cette double casquette, justement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, Claire? Comment vous êtes arrivée à être éditrice et ensuite auteur? Alors, comment j'en suis arrivée à être éditrice? Je pense que c'est vraiment par attrait pour le livre, depuis toujours. Pas forcément la littérature avant tout, mais le livre. Vers mes études, je me suis orientée vers une formation en édition. Je n'ai pas du tout commencé en édition littéraire, j'ai commencé dans l'édition médicale, donc vraiment quelque chose de complètement différent, ce qui était très formateur. Donc, du coup, on s'attache beaucoup plus au support, à la technique. Et puis, au bout d'un moment, la littérature m'a quand même manqué. J'avais un profil littéraire, j'avais fait des études littéraires. Donc, du coup, j'ai rebifurqué vers la littérature. Au début, je voulais vraiment travailler dans l'édition d'imaginaire, parce que voilà, c'est un genre que je lisais beaucoup, que j'appréciais. Il y a peu de place, les places sont assez chères. Et assez rapidement, j'ai eu la chance, l'occasion de pouvoir lancer les éditions Asphalt avec une ancienne camarade d'université, donc Estelle Durand. Ça a pris pas mal de temps. On avait commencé à travailler chacune de notre côté dans des entreprises assez différentes. Elle était en sciences humaines. Moi, je faisais un peu de travail à domicile pour différents types de maisons. Et on s'est toujours dit, quand on était étudiante, qu'on aurait un jour notre maison d'édition. On s'est dit qu'on attendrait, mais pourquoi pas essayer de faire ça maintenant. Bon, ça nous a pris quand même un petit temps pour y arriver, mais il y a 10 ans, on a publié nos premiers ouvrages à l'édition Asphalt. C'était Pomme et Chasse sauvage en chute libre, 2 anglophones. Et depuis, on continue au rythme de 7 à 8 nouveautés par an, à publier des romans, beaucoup de littérature étrangère, de plus en plus de littérature française. Au sein de la littérature étrangère, on a pas mal d'auteurs sud-américains qui sont très représentés, d'auteurs hispanophones en général, hispanophones et lusophones. Et voilà, toujours autour des thèmes de la ville, de la marginalité, éventuellement de la musique, beaucoup de romans très sociaux aussi. Donc c'est un peu nos grands espaces éditoriaux, on va dire. Et justement, Claire, on sera ravis évidemment de vous avoir une prochaine fois pour présenter Asphalt plus en détail. Alors, Claire, sur votre parcours d'éditrice, on a bien vu pourquoi, mais sur votre parcours d'auteur, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à changer de casquette comme ça, peut-être du jour au lendemain, je ne sais pas, ou est-ce que vous avez écrit depuis toujours? Pas complètement du jour au lendemain. J'écrivais quand j'étais adolescente, des choses comme ça. Enfin, c'était pas très très bon, mais j'avais un besoin d'écrire des histoires, des choses comme ça. Au bout d'un moment, j'ai laissé ça un peu de côté parce que je me suis, en fait, j'avais de moins en moins de temps. J'avais pas forcément l'inspiration pour ça, ni de grandes idées. Et effectivement, vu que je préférais travailler sur les textes des autres, en fait, c'est vrai que surtout au moment où chez Asphalt, on a commencé Asphalt, le nom de la maison d'édition. Quand j'ai commencé à travailler avec des textes d'auteurs français, c'est-à-dire d'aider les auteurs en fait à aboutir à un texte complet, achevé. En fait, c'est vraiment une partie du travail qui me plaît tellement qu'effectivement, ça m'a un peu, ça nourrissait un peu ma faim de travailler sur des textes. Mais effectivement, au bout d'un moment, m'est revenue l'idée que j'avais quand j'étais très jeune d'écrire mes propres textes. J'avais quelques idées en tête qui me trottaient en tête, j'avais pas du tout le temps de m'y consacrer. Il se trouve par rapport à plein de changements dans ma vie personnelle que j'ai réussi à dégager ce temps au bout d'un moment et je m'y suis mise. On en est ravis. Est-ce qu'on pourrait parler d'ailleurs du fait de ne pas vous être fait éditer chez Asphalt? On sait que certains auteurs se sont fait éditer par leur propre éditeur, entre guillemets, oui. Ils sont auto-édités. Pour moi, c'est assez rare quand même. Puis c'est pas très. Enfin, bon, déjà d'une part, un long voyage pour moi, c'est pas du tout dans la ligne éditoriale d'Asphalt.
Voilà, et puis d'autre part, je me verrais mal faire ça, défendre un livre que j'ai écrit moi-même. Je pense que c'est un mélange des genres qui ne me plaît pas. Et par ailleurs, j'aime beaucoup le travail de David. J'aime sa façon de défendre les textes de ses auteurs. Et pour le coup, c'était plus une façon de faire qui me convenait. Tout cela n'a évidemment aucune ressemblance avec le prochain roman de David qui sortira bientôt aux Forges de Vulcain. Et alors, on va rentrer dans le vif du livre, évidemment. Il y a un système narratif qui est quand même très particulier, avec énormément d'allers-retours. Est-ce que c'est quelque chose qui était propre au genre ou à votre écriture en particulier? Comme c'est mon premier roman, je ne peux pas trop dire si c'est propre à mon écriture, c'est un peu compliqué. Non, moi, c'était quelque chose qui me plaisait, de faire des jeux narratifs avec le lecteur, de jouer avec ses attentes. Donc, jouer sur plusieurs temporalités, c'est ce que ça permet, effectivement. Stéphanie? Je sais pas si... Ouais. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai une question pour Claire déjà. Alors, je n'ai pas encore lu votre roman et je lis assez peu de littérature de l'imaginaire. Au départ, ce n'est pas forcément un genre qui m'intéresse, mais il y a quand même quelque chose que je trouve vraiment palpitant dans cette littérature. C'est la façon dont, en fait, on essaye à travers des mythes, peut-être des contes, un peu de merveilleux et de magie, comment on essaye en fait de redonner forme à un monde. Et donc je me demandais dans votre roman justement ce qui passe de votre vie et pourquoi vous avez choisi ce genre-là en particulier, et si vous pouviez aussi peut-être un peu le définir et dire ce qui vous intéresse en fait dans ce genre. C'est difficile, c'est une très vaste question. Moi, ce que j'aime je pense que la raison pour laquelle j'ai choisi d'écrire dans le genre de l'imaginaire en général, c'est que l'histoire que j'avais envie de raconter, sur laquelle je ne peux pas trop m'étendre, du coup, si vous n'avez pas lu, il y a des éléments dans cette histoire qui ne pouvaient pas se passer dans un monde réel, en fait. Voilà, il y a ça aussi. Après, moi, j'ai une vision de la fantaisie qui est peut-être pas trop ancrée dans les contes et les mythes. Je préfère plutôt montrer la réalité des relations humaines, des choses comme ça, être plus dans le réalisme, mais sur les rapports interhumains en fait entre les personnages. Donc c'est moins le côté créature fantastique ou magie qui m'intéressait. Même si effectivement il y a un élément de l'histoire qui ne pourrait pas se dérouler dans notre réalité en fait. J'aurais pas pu en faire un roman historique en fait, par exemple. Et est-ce qu'il y a des choses de votre vie qui sont quand même passées dans cet univers-là complètement inventé, ou bien vous avez tout recréé de rien en fait? Je pense qu'on met toujours un peu de soi que ce soit dans les personnages ou dans les décors. Il y a forcément des inspirations de choses que j'ai vues en voyage, des choses comme ça, ou de situations, notamment sur. Bon, ça, je pense que je peux le dire parce que c'est au début du roman. Le personnage se retrouve avec une grande responsabilité quand il devient la secrétaire de Malvine et il souffre d'un énorme syndrome de l'imposteur que j'ai pu moi-même subir au début de ma carrière, par exemple. Donc, je pense qu'il y a effectivement un peu de moi en lui pour ce genre de choses. Oui. Et Claire, justement, on sent dans votre roman quand même qu'il y a une forte critique, on peut peut-être dire une satire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on sent qu'il y a quelque chose de fondamental dans la société que vous décrivez. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans une société passée et en même temps future. J'ai l'impression que vous mélangez un peu et mixez un peu les époques pour nous troubler. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu décrire dans ce roman ou pas du tout? Je voulais pas qu'il y ait de repères précis, je voulais pas qu'on se dise c'est une fantaisie inspirée, je sais pas, 17e siècle, Renaissance 17e siècle, ou des choses comme ça. Je voulais effectivement brouiller les époques pour que ça ressemble pas à un univers déjà connu en fait. Alors évidemment, oui, il y a plein d'éléments qui font référence à des sociétés qui existent ou qui ont existé, mais je voulais vraiment justement mélanger autant que possible pour que ça fasse pas référence à une civilisation qui existe. Quoi. Je sais pas si c'était ça le sens de la question. Ou... C'était ça. On voit bien que c'est troublé, on sent que c'est de la fantaisie, mais à mon sens, il y a de la fantaisie intelligente et de la fantaisie un peu plus jeunesse. Et là, je trouve que c'est de la fantaisie intelligente. Ça n'a rien à voir avec la fantaisie qu'on a pu lire,
je trouve ça différent de Pratchett, je trouve ça différent de George Martin, tout simplement. Hein. Je trouve que c'est très intelligent, c'est très fin et c'est surtout très fluide, notamment dans les allers-retours. En fait. On sent que les allers-retours font une sorte de film, tout simplement, de scénario. Est-ce que vous avez pensé à une écriture cinématographique quand vous l'avez écrit ou c'est venu plutôt assez naturellement? J'ai pas particulièrement pensé à une écriture cinématographique parce que finalement le cadre du récit c'est un homme qui est assis à un bureau et qui écrit sa vie, donc effectivement c'est pas très cinématographique dit comme ça. Et surtout on a beaucoup de choses qui se déroulent sur un temps long. On n'est pas dans l'enchaînement de péripéties quoi, concrètement. Ce que je voulais, c'était justement varier les rythmes, avoir des parties où il se passait pas mal d'années en quelques pages, et d'autres où, pour le coup, m'attarder sur un événement particulier. Je pense que ceux qui ont lu savent sur quel événement, on va dire, des dimensions historiques, à quel événement je fais référence, mais pour cet événement-là, lui consacrer énormément de pages parce que c'est le cœur du récit. Donc voilà, varier les rythmes un peu pour justement pour que la lecture reste fluide et qu'on ne s'ennuie pas, en fait. C'est un peu mon idée. Ouais, c'est réussi, c'est réussi. Nathalie? Nathalie? Oui, c'est bon. si je rallume pas le micro, ça marche pas. Bonjour, je voulais savoir comment. Salut David. Je voulais savoir comment vous aviez fait quand vous avez écrit. Est-ce que vous aviez un plan vous avez fait des recherches. Enfin, comment s'est construit votre premier roman, puisque c'est votre premier roman? Alors j'avais un vague plan parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou pas, mais enfin, de toute façon, je pense que vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir lu, donc je ne vais pas trop en révéler. Mais en fait, il y a tout un travail sur la structure qui fait que c'était de la préparation en amont. Je savais qu'il y aurait toute une partie qui ferait à peu près cette taille, qui se passerait dans les îles, une autre qui se passerait à Solméry, qu'il y aurait une dernière partie. Enfin voilà, je savais à peu près comment ça devait se structurer au global. Après, au cours de l'écriture, je n'ai pas forcément respecté à la lettre ce plan. Donc, je me suis laissé la liberté de m'en détourner de temps en temps, me rendant compte qu'une scène ne fonctionnait pas aussi bien que je pensais, qu'il y avait un détail que je pouvais développer et utiliser plus tard, des choses comme ça. Mais j'avais quand même une idée précise en fait de la structure globale du livre avant de m'y mettre. Sandra? Oui, bonjour. Bonjour. Justement, par rapport un petit peu aux influences dans votre écriture et peut-être dans l'univers que vous avez créé, hein, moi je n'ai pas lu le roman non plus, est-ce que justement ces influences, elles peuvent venir peut-être de certains auteurs que vous avez publiés vous-même, ou est-ce que vous avez aussi des influences plus classiques sur l'univers de votre roman ou dans votre écriture aussi, ou c'est un melting pot de tout ça aussi, peut-être? Je dirais melting pot, oui, oui, oui. C'est comme le roman est très très différent de ce que je publie chez Asphalt. Effectivement, c'est pas, enfin, il n'y a pas vraiment de lien avec les auteurs que je publie, que j'aime beaucoup par ailleurs, sinon je ne les publierais pas. Mais de toute façon, quand on travaille sur un texte avec un auteur, on retire forcément quelque chose qui va ressortir d'une manière ou d'une autre, je pense. Il y a aussi mes lectures. Alors, je suis une lectrice qui est vraiment très éclectique en fait. Je lis un peu de tout. Donc, le problème, c'est que du coup, on est spécialiste de rien dans ces cas-là, mais voilà, je lis un peu moins d'imaginaire qu'à une époque. Je lis plus de littérature noire qu'à une époque. Je lis beaucoup de littérature étrangère, surtout sud-américaine. Donc voilà, c'est vraiment un mélange d'influences qui viennent d'un peu partout. Il y a une sorte quand même, il y a quand même un univers qui est très Tolkien, hein, ne serait-ce que sur la couverture. On sent quand même, voilà, moi j'ai été quasiment bercé par Tolkien et là, clairement, il y a des références quand même qui sont assez implacables. Je dirais dans mes lectures de découverte de la fantasy quand j'étais adolescente, effectivement, oui, j'ai commencé comme souvent par les classiques, Tolkien et compagnie, quoi, voilà. Jean-Marc? Et je suis contente que justement cette couverture fasse référence à cet univers-là. Après, pour moi, voilà, c'est une fantaisie qui est très classique et assez normée. Et j'aime bien justement que dans la fantaisie d'aujourd'hui, les auteurs arrivent à sortir de ce schéma-là, de ce modèle-là. La couverture, Elena Vieillard, pardon, toujours, hein. David, hein, c'est ça. Oui. Hein. Jean-Marc?
Oui, merci. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et je voulais revenir sur le binôme justement auteur-éditeur et notamment là en l'occurrence un peu auteur-éditeur-éditeur. Comme ça va être l'occasion de faire parler David aussi puisqu'il est là. Bien noter donc la réponse de ne pas avoir la tentation de s'auto-éditer. Pour autant, quand on est soi-même un peu éditeur, est-ce qu'on n'a pas de temps en temps des tentations de mettre un petit peu un pied de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire s'intéresser à la couverture, au tirage, à la mise en place, à la promotion, tout ce qui va être justement le rôle et le regard qu'apporte l'éditeur. Est-ce que vous avez réussi, Claire, justement à vous extraire complètement de cette posture-là pour rester dans celle de l'auteur? Et puis David, est-ce que c'est pas parfois un peu, pas angoissant, mais enfin stressant de se dire qu'on a aussi un éditeur comme auteur en face, quoi? Tu commences, David, ou Non, vas-y, toi, c'est toi la star, vas-y. Disons que je pense que le travail avec David se passe très bien. Je pense qu'il laisse aussi à chaque auteur la place qu'il désire prendre, l'investissement qu'il désire avoir aussi avec son livre en fonction de son temps, en fonction de ses envies, en fonction de ses compétences. Et effectivement, moi, je lui ai dit dès le début, surtout si tu penses que je m'implique trop, n'hésite pas à me le dire. Il ne me l'a jamais dit. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il était intimidé ou si c'est parce que je suis restée à ma place. Mais effectivement, je pense aussi qu'on a discuté de choses dont il ne discute peut-être pas forcément avec tous ses auteurs. Mais est-ce qu'on est à la discussion, enfin, à quel moment on était dans une discussion auteur-éditeur, à quel moment on était deux éditeurs qui parlaient de façon confraternelle, c'est sûr que c'est difficile à dire. Ouais. Disons que de mon côté, j'ai tendance effectivement par rapport à certains confrères et consoeurs, laisser un peu plus de place à l'auteur ou l'autrice dans le processus. Alors quand je parle de place, ils ne sont pas décisionnaires, ils ne sont pas co-concepteurs de la partie éditoriale, mais en fait, j'essaie de les informer. Parce que je pense qu'une grande partie des tensions qu'il peut y avoir entre les auteurs et les éditeurs, c'est des tensions certes parce que les auteurs sont peu rémunérés, mais aussi parce qu'on ne les met pas dans la boucle. Et comme on ne les informe pas de ce qu'on fait, il y a quelque chose qui peut être incompréhensible et créer des malentendus avec eux. Donc j'ai effectivement tendance à donner les informations aux auteurs. Alors, selon les auteurs, comme le dit Claire, j'ajuste un peu parce que je sens que chez certains, ça va être plus anxiogène qu'autre chose, mais généralement, je les mets un peu au courant. Effectivement, avec Claire, elle fait partie, je pense, des 3-4 auteurs avec lesquels je partage le plus d'informations. Donc, c'est dur parfois parce que l'édition, c'est un processus qui est lent, qui est complexe, où il y a beaucoup de ratés. Il faut avoir une certaine fortitude pour surmonter tous les ratés. Donc, ça s'est très bien passé. Il n'y a jamais eu de moment de désaccord en fait. Voilà. Donc je pense qu'elle m'a parfaitement laissé faire mon travail habituel et c'était une autrice avec laquelle c'était très très agréable de travailler. Donc ça s'est très très bien passé. Mais c'est vrai que le risque, si on publie un éditeur ou une éditrice, c'est qu'il arrive ou elle arrive avec des idées très arrêtées sur ce qu'il faut faire. Voilà. Et en fait, si c'est pas son métier, au moment où il devient auteur-autrice, il doit abandonner ces aspects-là. Effectivement, Claire était en permanence informée. Si moi j'avais besoin d'une information, j'allais lui poser la question. Elle m'envoyait des informations, mais elle n'a jamais été dans la position de dire on doit faire ça, on doit faire ci, je veux que le texte soit comme ça, il ne bougera pas. Voilà, on n'a jamais eu ce type de discussion. Alors, justement, quand on est éditeur, est-ce qu'on écrit de la même façon qu'on choisit ses textes? Entre guillemets, est-ce que des choses que vous n'aimez pas dans les textes que vous allez choisir, est-ce que vous pouvez les écrire? Est-ce que ça peut vous arriver? Comme du coup, on publie des choses vraiment très très différentes. On ne publie pas de fantasy. On disait tout à l'heure, ça n'aurait pas pu être publié par Asphalt. Donc du coup, pour le coup, la question ne se posait pas en fait. Alors pas forcément sur le fond, mais sur le style. Je parlais plus du style et de la forme linguistique. Oui, je pense que jamais j'ai dit à un auteur, il ne faut surtout pas écrire comme ça. Donc non, moi je pense que si le projet se tient en lui-même, voilà, il n'y a pas de...
il n'y a rien qui est interdit, quoi. Enfin, tant que le roman est bon à la fin, non, non. Mais je me demandais, mais ça c'est peut-être une question en fait que j'aurais dû aborder depuis longtemps avec toi, Claire. C'est que moi j'ai lu pas mal de textes d'Asphalt. J'ai pas lu tous tes textes, mais c'est vrai que je me rends compte qu'en littérature contemporaine, on valorise beaucoup les textes à la première personne, les textes avec un style assez direct, une recherche d'élégance et de simplicité. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans ton texte, c'est-à-dire ton texte est à la première personne, le style est direct, simple, il y a une recherche d'une sorte d'élégance sans coquetterie. Est-ce que, par exemple, quand toi, tu travailles avec les auteurs français, tu valorises ce type d'écriture pas, ou c'est juste parce que tu as trouvé le texte bon et c'est une coïncidence, quoi? Bah après, une fois que le texte est trouvé et sélectionné, en général, on fait travailler l'auteur dans le sens du texte, en fait. On voit un peu qu'est-ce qui plaît dans le texte et on va plutôt travailler dans ce sens-là, quoi. L'idée, c'est pas d'adapter un texte au goût de l'éditeur, jamais. C'est vraiment d'aider l'auteur à trouver sa propre voix et à ciseler son texte pour qu'il corresponde le plus à ce qu'il avait en tête, quoi. C'est plus comme ça que je vois les choses, quoi. Donc, du coup, pour le coup, j'ai pas travaillé, réécrire et éditer mon texte comme je l'aurais fait d'un texte asphalte, puisque pour moi, éditer un auteur, c'est vraiment un travail qui se fait à deux. Donc là, c'est sûr que je ne le faisais pas toute seule. C'est aussi pour ça que j'avais besoin d'un regard extérieur et de toi, David, du coup, pour repérer justement ce qui fonctionnait dans le texte et ce qui ne fonctionnait pas, pour le réagencer, le retravailler ensemble, quoi. C'était très fou la façon dont j'ai répondu. Mais... non, pas du tout. Mais après, un point de détail, c'est que ce texte, même si clairement on a beaucoup discuté au cours de la préparation de sa publication, ça reste un des textes dont je trouve qu'il a le moins varié entre le manuscrit initial et ce qui est publié. Et le travail, c'est clair qu'il a fourni avant de m'envoyer le manuscrit. Et effectivement, au moment de la reprise, c'est surtout elle qui a fait ce travail. Et je trouve que le texte a peu bougé par rapport à d'autres textes des Forges qui, entre le moment manuscrit et le moment publication, ont subi des très, très grandes variations. Mais je ne sais pas si toi, Claire, tu as l'impression que ton texte a beaucoup bougé entre le manuscrit et la publication. Je trouve que le travail qu'on a fait ensemble, ça a déminé pas mal de petits problèmes qu'il y avait, notamment dans la première partie, et que le texte en a été amélioré, oui. Après, effectivement, la structure et l'histoire sont restées. Oui, vous avez un avantage, Claire, c'est d'être éditrice. Donc, logiquement, un premier roman d'éditrice sera forcément meilleur qu'un premier roman, je pense, d'écrivain. Ça, je sais pas. Non, alors, moi, je suis sceptique parce que, en fait, ce qui me frappe toujours quand on travaille avec des écrivains, c'est que la plupart des gens, quand ils sont écrivains, ils ont aussi un autre métier à côté. Et en fait, quand ils basculent sur le mode écrivain, c'est difficile d'écrire. On a besoin de mettre souvent en parenthèse son monde normal. Et donc, on est vulnérable et parfois, on a une capacité à l'autocritique qui est complètement endormie. Moi, j'ai déjà vu des manuscrits d'éditeurs ou d'éditrices qui sont des très bons éditeurs et éditrices, mais qui ont perdu toute lucidité au moment où ils sont passés dans l'écriture. Mais vraiment toute lucidité sur tout, c'est-à-dire sur leur manière d'écrire, sur ce qu'est leur texte, sur comment leur texte doit être reçu et accompagné. Donc après, je pense qu'il y a des questions de tempérament aussi qui fait que Claire est une personne qui a les pieds très sur terre, qui est très carré, très lucide. Donc c'est vrai que... Mais c'était juste pour dire que la règle que tu énonçais, à savoir qu'un éditeur devrait, ou une éditrice, quand il écrit ou elle écrit, amener quelque chose, c'est vrai en théorie. En pratique, c'est pas toujours vrai. Oh, c'était pour te complimenter aussi sur ton prochain. Nathalie, alors l'autre Nathalie Bertrand. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Claire, bonjour David. Ma question, David il a déjà répondu parce que je voulais savoir s'il y avait eu des modifications entre le manuscrit et puis le roman tel qu'il va être publié. Mais j'aimerais savoir, Claire, pourquoi avez-vous choisi la première personne à la narration? Voilà.
Est-ce que ça a été un choix qui s'est imposé ou est-ce que est-ce que vous avez d'abord pensé à employer la troisième personne ou est-ce que ça s'est imposé tout de suite? Non, je pense que ça s'est imposé parce que justement, comme je voulais jouer sur les différentes temporalités, sur le fait qu'il y ait le liesse de maintenant qui écrit et qui parle du liesse jeune, ça a imposé plus ou moins la première personne pour avoir justement cette double couche de temporalité différente. Donc je pense que je n'aurais pas pu le faire à la troisième personne, hein. Ça aurait été plus un regard extérieur du début à la fin. Là, le fait qu'il y ait quand même la subjectivité de liesse qui rentre en jeu dans la narration, ça permet beaucoup de choses. Sandra? Oui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je n'ai pas encore lu votre roman. Par contre, j'ai eu la chance, grâce à Anthony, de lire Justine Tippit, qui m'a beaucoup plu. Et justement, peut-être un petit peu pour susciter encore plus mon envie, est-ce que vous pourriez expliquer le titre, un long voyage qui est un peu énigmatique parce que ça peut être beaucoup de choses, un voyage à la fois. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire, sans trop nous en dire évidemment, mais est-ce que, voilà, pour susciter un peu l'envie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce titre? Alors, le titre, il est venu très tard. Là, pour le coup, je n'ai vraiment aucune idée de titre. Même quand je voyais à David, même quand on a commencé à travailler, la question du titre est vraiment arrivée tard. Je n'arrivais pas à trouver un bon titre. Voilà, c'est dommage pour une éditrice, mais voilà, j'avais du mal. Et effectivement, la notion de voyage est arrivée. Au début, j'étais sceptique parce que pour moi, ça donnait une mauvaise idée du roman. Enfin, là, je ne peux pas trop en dire du coup, mais en fait, je me suis dit que c'était quand même… Bon, déjà, c'est un terme qui est très polysémique. Il y a vraiment plein de sens différents. Et en fait, il y a au moins 3 significations du mot voyage qui peuvent s'appliquer au roman. La plus simple étant le voyage de Liès depuis l'archipel où commence le roman jusqu'à Solméry. Donc ça, c'est l'acceptation la plus basique en fait. Et il y a aussi 2 autres façons de voir le voyage en fait dans le roman. Mais là, du coup, vous le découvrirez à la lecture. Oriane? Est-ce que le fait d'avoir publié un livre va vous permettre maintenant, quand vous serez éditrice et que vous allez lire d'autres romans, d'avoir une autre vision du roman et du coup d'avoir une façon de juger complètement autre? Non, je pense pas parce que je suis éditrice depuis longtemps du coup. Donc du coup, j'ai pas, ma façon d'être éditrice ne va pas changer par rapport à la publication du livre. En tout cas, dans la sélection des textes. Par contre, effectivement, dans l'accompagnement des auteurs pour les premiers salons, les premières dédicaces, avant, j'avais tendance à être très rassurante en disant allons, c'est pas grand-chose, ça va bien se passer. Maintenant que que ça va m'arriver aussi, effectivement, je serai peut-être un peu plus accompagnatrice. Mais dans le travail du texte ou le choix des textes, pour le coup, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Bah déjà parce que ce sont des types de textes assez différents que j'ai publiés. Stéphanie? Oui, moi, c'est une question pour tous les deux. Je me demandais si écrire de la fantaisie et en publier aussi, c'est pas une façon, enfin, c'est pas un choix de dérouter le lecteur en quelque sorte pour mieux le ramener après, en fait, à son existence ou à sa compréhension du monde. Donc voilà, je me posais cette question-là. À tous les deux. Moi, pour cette histoire de dérouter le lecteur, moi, j'aime beaucoup les romans qui déroutent le lecteur, bon, en tant que lectrice. Donc, je voulais effectivement faire ce type de roman. Je ne sais pas si j'y ai réussi. Mais justement, au début, en faisant un roman de fantasy, j'ai voulu, en tout cas au début du roman, correspondre à certains codes, notamment avec ce héros qui est un jeune homme très démuni, qui est pris sous son aile par quelqu'un qui va l'aider à monter dans le monde. Donc vraiment le schéma de fantaisie typique où on se dit ce type a un grand destin latent. Et justement, le côté déroutant, il apparaît plus tard quand on voit qu'en fait, non, c'est pas lui qui a un grand destin attend, c'est elle. Et en fait, lui, il va juste être dans son ombre. Et pour autant, son destin va quand même être intéressant et son voyage va quand même être magnifique. Voilà, donc l'idée, c'était ça, c'était de bousculer un peu certains codes de la fantaisie avec un long voyage. Après, bousculer, je ne suis probablement pas la première à avoir écrit ça non plus, des héros inattendus, on va dire.
ce changement de point de vue. On a l'impression que ça va être un tel le héros et finalement c'est celui d'à côté. Mais j'avoue, j'aime bien jouer sur ces attentes-là du lecteur. Après, les forges ne sont pas à proprement parler un éditeur de littérature de l'imaginaire, même si effectivement on est membre de l'association des éditeurs de l'imaginaire comme 41 maisons d'édition. On a quelques textes qui lorgnent avec l'imaginaire, mais en fait, j'ai l'impression que Asphalt, la maison d'édition de Claire et sa co-créatrice Estelle, et les Forges ont le même âge et faisaient partie d'une même vague d'éditeurs et d'éditrices qui travaillaient sur ce qu'on appelait techniquement à l'époque la transfiction, un terme technique qu'on n'emploie plus trop. C'est le rapport entre la littérature de genre et les littératures générales. Et les Forges, très souvent, alors les Forges, la plupart de nos titres sont en littérature générale, comme Alexandra Kochelik, Gilles Marchand, mais même chez Alexandra ou chez Gilles, il y a toujours une petite dose d'imaginaire. On va dire que la dose est plus forte chez Claire, mais par exemple, le roman de Claire, en librairie, vous le trouverez selon les goûts du libraire, ou de la libraire, pardon, au rayon imaginaire, parfois, très rarement au rayon young adult, et au rayon littérature générale. Donc il y avait aussi cette idée de jouer un peu avec les genres, parce que les rayons et les genres, c'est quelque chose qui est important quand un livre sort, parce que ça permet de l'insérer dans la librairie, dans la conversation collective. Mais sur très très long terme, les très bons livres arrivent toujours à s'émanciper du rayon et à exister par eux-mêmes. Et de manière générale, si les Forges travaillaient sur la transfiction, alors effectivement, côté Asphalt, je dirais que c'est à mi-chemin de la littérature policière et de la littérature générale. Après, Claire, tu pourras préciser. Et côté Forges, c'est à mi-chemin de effectivement la littérature générale, le réalisme magique et un peu la fantaisie. Et en fait, pour moi, il y a une dimension entre guillemets politique là-dedans, parce que la difficulté, c'est que souvent, quand on est en littérature générale et qu'on veut aborder un sujet politique, polémique ou des choses comme ça, on l'aborde très frontalement et on peut braquer les gens. Et passer par le conte, par la métaphore, c'est un moyen de réintroduire des questions, mais les gens ne se rendent pas compte qu'on les a réintroduites. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont abstraits de leur propre monde. Ils ne savent pas quelle est leur position dans ce nouveau monde. Et voilà. Donc, c'est un moyen de faire de la politique, mais sans le dire aux gens. Voilà. Alors, il y avait une question dans le chat pour David, justement. Comme ça permet à Claire de réfléchir au passage qu'elle va choisir, même si Linky Pete est magnifique, mais pourquoi pas un autre. Une question dans le chat qui demandait, justement, David, comment fais-tu pour choisir tes textes? Est-ce que c'est par l'émotion? Est-ce que c'est par le style? Comment fais-tu pour les choisir? Alors attends, parce que le micro est coupé. Voilà. Déjà, le premier critère, c'est si j'arrive à lire le manuscrit jusqu'au bout. Donc ça a éliminé beaucoup de manuscrits déjà. C'est une expérience très simple. Hein. C'est que quand on lit beaucoup, alors pendant très très longtemps, je me suis longtemps forcé à lire tout livre que je commençais jusqu'au bout, tout manuscrit que je commençais jusqu'au bout. Et puis au bout d'un moment, j'avais trop de manuscrits, trop de livres, et donc j'ai appris quand j'en avais assez à m'arrêter. Donc déjà le critère, je vais jusqu'au bout, c'est ça qui est important. Après, il y a quelque chose qui est difficile, c'est la fonction de représentation. C'est comment la personne arrive, derrière des mots en apparence simples, à créer un effet de fiction. Et ce n'est pas si fréquent que ça, parce qu'il y a beaucoup de proses qui sont un peu plates. En fait, on dit ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit, alors que toute l'épaisseur de la fiction, c'est qu'elle doit être un peu suggestive. Donc ça, c'est le deuxième critère. Je pense que je suis un tout petit peu cérébral parfois en tant que lecteur, donc parfois quand je me dis que je rencontre une personnalité qui est quelqu'un qui est intelligent et généreux, c'est-à-dire je perçois quelqu'un d'intelligent et de généreux à travers le texte, ça me donne envie de rencontrer la personne et de travailler avec elle. Et voilà. Et puis effectivement le côté émotion, mais avec cette difficulté, mais je pense que certains se souviendront qu'on l'a évoqué lors de la discussion sur À crier dans les ruines d'Alexandra Kochelik, c'est que je suis aussi sensible au fait que l'émotion dans un texte, quand on la ressent,
c'est très tributaire de là où on est personnellement. Donc, en fait, essayer de savoir si l'émotion qu'on a ressentie en tant que lecteur-lectrice, elle est vraiment dans le texte ou c'est la construction de circonstances particulières qui sont extérieures au texte. J'ai beaucoup de mal à le jauger, ce qui fait que j'aime bien sélectionner les textes sur des choses que je peux décrire et assigner intellectuellement. C'est-à-dire, je sais que c'est là, c'est pas moi qui projette, c'est pas moi qui fantasme, je sais que la qualité est là. Il y a des textes parfois où j'ai parfois ressenti une forte émotion, puis les relisant 2 semaines après, je me suis rendu compte que c'était complètement dans ma tête et ce jour-là, je sais pas, je devais avoir mangé trop de sucre ou un truc comme ça et j'ai un peu fantasmé. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui. Oui, bonjour. Voilà, c'était une question pour Claire. J'ai lu le roman et je voulais savoir si j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un aspect très féministe. Et je voulais savoir si c'était volontaire ou si c'était comme une petite rivière qui s'était infiltrée au fil de l'histoire. Les deux à la fois, en fait. Je voulais qu'il y ait un propos féministe, mais je voulais aussi que ça arrive par des voies détournées et que ce ne soit pas asséné, en fait. Je voulais qu'effectivement, on ne se dise pas, en commençant le roman, c'est un roman qui va parler de la condition de la femme ou des choses comme ça, parce que ce n'est pas le cas non plus. Mais effectivement, il y a un passage en particulier, vous voyez ce dont je veux parler, où effectivement, l'idée, c'était aussi de préparer à ce passage et à se dire, au moment où on s'y attendra le moins, il y aura ce passage-là sur l'histoire de Malvine qui va arriver et qui va marquer d'autant plus qu'il n'aura pas été annoncé, en fait. Voilà, donc pour le côté Petite Rivière, effectivement, c'était voulu. Alors, oui, David, oui. Oui, en fait, une de mes autrices de référence en fantasy, c'est Ursula Le Guin. Et Ursula Le Guin disait que c'est important de faire la distinction entre 2 types de récits, les récits qui sont à message et les récits qui sont à signification. Et elle disait qu'elle détestait les romans à message, mais elle adorait les romans à signification. Les romans à message, c'est vous avez une position politique, un propos politique que vous maîtrisez dès le début en tant qu'auteur ou autrice, et vous décidez de l'asséner pendant le roman et de labourer la terre avec. Et elle trouve que c'est pas très subtil et que en fait on se fait plaisir en faisant ça, mais on marque pas des points politiquement. Elle trouve que c'est plus intéressant les romans à signification, c'est-à-dire où par le travail des scènes, de la psychologie des personnages, il y a des choses qui comme naturellement remontent et gagnent en force et en justesse. Et ça, c'est puisqu'on parlait tout à l'heure de pourquoi j'ai aimé ce manuscrit, c'est aussi un des éléments. C'est-à-dire que c'est très puissamment féministe. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup plus marqué sur ces questions-là que des textes qui sont présentés comme féministes, puisqu'il y a des textes qui sont parfois présentés comme féministes, qui ont des qualités, mais qui sont, comment dire, qui n'arrivent pas à faire passer un message parce qu'en fait, il est déjà possédé au début du texte et on se dit, est-ce que c'est bien la peine de faire 300 pages de roman pour dire ça? C'est-à-dire, un article d'opinion dans un journal aurait été beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Et je trouve que toute la beauté d'un roman, c'est que ça transforme des émotions en connaissances, des connaissances en émotions, qu'on ne s'éloigne jamais complètement de cet aller-retour. Et que pour ça, pour moi, le roman de Claire est beaucoup plus éloquent sur ce sujet-là, même si, par exemple, je ne vais pas le vendre en disant « c'est un grand roman féministe ». Je pense que ça l'est, mais je ne vais pas le vendre comme ça. Oui, puis il y a la question féministe et puis il y a d'autres questions sociales qui irriguent aussi le roman, tout ce qui est question d'ascension sociale, de classe sociale. Mais voilà, ce n'est pas le sujet du roman dans le sens où ce n'était pas le thème principal, mais ce sont des choses qui irriguent finalement le roman et apportent de l'épaisseur au décor. À mon sens, c'était pour ça aussi que ces éléments figurent. Mais ils ont aussi leur importance dans l'intrigue d'une certaine manière. On y va, Claire, pour le petit extrait? Oui, alors en fait, j'ai un peu regardé, mais je pense que le mieux, c'est quand même de mettre le début, parce qu'après, voilà, il y a trop de noms inconnus, c'est compliqué. Il est très beau. Je ne dis pas très très bien, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, j'aimais tous, ma hiératique. C'est pour toi que j'allume cette lanterne, que je sors ces feuilles, que je trempe cette plume dans l'encre. À vrai dire, je me lance dans cette entreprise sans savoir si je pourrais la mener à bien. Il y a fort longtemps que je n'ai pas couché des mots sur le papier. Et même à l'époque où cette tâche m'était quotidienne, mes œuvres se limitaient à des rapports et procès-verbaux.
Mais après tout, ce n'est pas une épopée que tu m'as demandé. Toi, tu veux la vérité sur Malvine Zélina de Felarazi. Et je suis l'un des derniers enviés à l'avoir connue. Je vais donc faire la lumière sur elle. Pour ce faire, peut-être dois-je d'abord la diriger vers moi. Il y a des broutilles que tu ignores encore sur mon passé, mais qui ont leur importance si je dois te conter cette histoire. Tu me connais sous le nom de Liès de Roenua. En réalité, je suis Liès, seulement Liès. Nous n'avons pas de patronyme sur l'archipel. Arrivant à Solmeil, intimidé, contraint de me faire respecter, j'ai vite pris l'habitude, pour me donner un peu d'importance, d'ajouter le nom de mon île natale, dont personne ici n'avait jamais entendu parler. Je précisais sujet impérial, comme s'il s'agissait d'un titre de noblesse. Mais ce n'était qu'un mensonge, car à cette époque, j'étais encore une possession de l'Empire. Je suis le 3e fils d'une famille de pêcheurs. J'avais une poignée d'années quand mon père n'est pas revenu d'une sortie en mer. Ma mère était incapable de s'occuper seule de ses 4 enfants et s'en ouvrit aux autres familles du peuplement. La décision fut alors prise, pour alléger son fardeau, de retirer à sa garde l'un de ses enfants. Le choix se porta sur moi, sans que je me rappelle pourquoi. Peut-être étais-je celui qui ressemblait le plus au défunt, ou qui était le plus affecté par sa disparition. En d'autres temps, ces sages m'auraient jeté à l'eau loin de la côte. Mais pour rembourser le bateau que l'imprudence de mon père leur avait coûté à tous, on prescrivit de me placer au comptoir impérial de Tanitamo, capitale de l'archipel, située sur l'île de Tanenua. À l'époque, je n'étais encore jamais allé plus loin que le marché du peuplement voisin. J'ai un souvenir net de ce premier voyage, ou plutôt de l'arrivée dans le port de Tanitamo, avec ses voiliers immenses qui mouillaient à distance, et les navires à quai plus vastes que des vaisseaux funéraires. Sans parler de la ville elle-même, avec ses bâtiments de pierre volcanique ou de bois, l'architecture continentale, et sa forte concentration d'habitants. Pourtant, ce n'était qu'une capitale mineure, provinciale, avec ses rues en terre battue au tracé hasardeux. Voilà, c'est arrivé dans une des îles de l'archipel. Ça commence très fort. Quand même un enfant qui se fait vendre. Oui. Anna, tu avais une question? Bonjour à tous. Oui, et en fait, la question finalement vient d'être posée par la personne juste avant moi. Je trouvais ça hyper intéressant. En fait, je voulais au début rebondir ce que tu disais, Claire, il y a 2-3 questions de là. Et ce que tu as repris, David, c'est que je trouvais ça hyper intéressant dans la fantasy de mettre en avant des personnages féminins, comme vous disiez, sans forcément faire un roman féministe. Donc en fait, c'est pas vraiment une question, hein. C'est plutôt mon avis. Parce que finalement, je trouve que c'est sans être une experte, je trouve que c'est un genre où il y a des fois pas assez de personnages féminins importants, à part des fois un peu pour leur plastique ou ce qu'elles peuvent représenter en tant que femmes. Et sans être féministe, en mettant des choses en place, une intrigue assez intéressante, justement en leur laissant une place, en fait, je trouve que ça peut faire que la fantasy ou le fantastique soit pas trop un univers de garçons geeks, forcément, parce que c'est vrai que c'est beaucoup les cibles, et qu'en fait, nous, on est beaucoup de filles à lire, hein, finalement. Et je trouvais ça hyper intéressant, en fait, et je voulais vous remercier, mais du coup, la question que je voulais poser a été posée, et c'est super d'ailleurs, parce que j'étais contente de voir que le débat évoluait là-dessus. Je me disais, super de parler de ça dans ce genre littéraire. Donc du coup, ce ne sera pas une question, ce sera juste vous dire félicitations. Moi, je trouve ça hyper intéressant et ça me donne encore envie de partager ce type de lecture. Et ça me conforte dans l'idée que les petites maisons d'édition ont des fois des lignes de conduite et des directions qui ont encore une âme, entre guillemets, plutôt que des fois des grandes maisons d'édition qui proposent pour un panel de choses et où des fois on ne s'y retrouve pas dans l'identité. Et donc voilà, merci à vous et bravo. Merci beaucoup. Moi, l'idée, c'était effectivement d'avoir un personnage féminin qui soit complexe et qui ne se limite pas seulement, comme vous l'avez dit, à la plastique ou à des choses comme ça, mais aussi en fait que tous les personnages aient un peu plus d'épaisseur et surtout soient, et un peu des moteurs qu'on ne voit pas forcément dans la fiction, donc pas forcément l'envie de devenir le guerrier le plus puissant ou des choses comme ça, mais plus de réussir dans la vie, de s'épanouir, d'avoir une famille, voilà, plutôt en fait des objectifs de vie qui sont peut-être plus proches des nôtres aussi et dans lesquels on peut peut-être plus se reconnaître. Donc effectivement, voilà, c'est voilà, de l'épaisseur, c'est exactement ça, des personnages avec quelque chose à dire. Jean-Marc? Oui, j'avais
Une remarque et une question. La remarque d'abord, c'est vraiment merci de tout ce que vous nous dites et ce que vous nous entendez. Pour être tout à fait honnête, moi, le fait d'enfermer les livres justement dans des genres peut parfois exclure. Et en l'occurrence, autant j'étais attiré par le livre. D'abord, il suffit de suivre un peu David pour voir comment il le vendait. Et rien que ça donnait envie effectivement d'aller jeter un œil. Mais en même temps, le genre fantasy, moi, me correspond pas forcément, même si je suis un homme, mais il me fait plutôt peur et j'y trouve généralement pas mon compte. Et là, depuis le début, et c'était ce que j'étais venu chercher ce matin, il y a un certain nombre, justement, appelons ça des angles ou ce que vous voulez, ou en tout cas des ouvertures qui titillent mon appétit. Donc, merci pour ça, en complément de ce que vous avez lu. Ça, c'était la remarque. La question, c'est, on a dans les précédents visio qu'on a faites, y compris celle avec les forges, elles étaient souvent pendant le Covid et on parlait justement de comment vont se passer les lancements après, est-ce que ça va changer, et je voulais un peu votre retour. Le livre est paru il y a quelques semaines maintenant, je ne sais plus s'il était à l'office de fin mai ou de début juin. Quel premier retour vous avez également, avec le regard de l'auteur et de l'éditeur? Et puis, est-ce que finalement, il y a des choses qui ont changé? Certains ne voulaient pas lancer en disant il y aura beaucoup de monde, on ne va pas pouvoir se faire une place. Est-ce que un long voyage arrive à se faire une place? Est-ce que c'est compliqué de ne pas avoir de rencontres avec les lecteurs dans les librairies, etc. Voilà. Vos premières impressions de ces 3-4 semaines que vous venez de vivre avec chacun donc un nouveau livre. Moi, je vais rebondir d'abord sur la remarque parce que ça me semblait intéressant. Je vais juste dire très rapidement que ce soit en tant que lectrice et éditrice, je suis toujours gênée par cette séparation très stricte en genre, moi aussi. Nous, on fait beaucoup de littérature sud-américaine chez Asphalt, où justement, ils n'ont pas cette vision très cloisonnée. Les livres, ils peuvent avoir des éléments fantastiques, policiers, ça part dans tous les sens, c'est un vrai feu d'artifice. Et moi, c'est ça que j'aime dans la littérature, en fait. Alors, de toute façon, c'est utile, les gens, oui, pour les classements en librairie. Beaucoup de lecteurs aussi se reconnaissent dans un genre en particulier et ils en ont tout à fait le droit. Mais c'est vrai que moi, en tant que lectrice et éditrice, c'est une notion qui ne me met pas forcément à l'aise. Donc, en tant qu'autrice, forcément, je suis aussi cette pente-là. Et voilà, c'est en ça que j'avais envie d'écrire un roman qui appartenait peut-être au genre de l'imaginaire, mais qui pouvait aussi s'en distinguer par d'autres aspects. Donc voilà pour la remarque. Et sinon, pour la réception, il est sorti fin mai, il devait sortir début mai. David l'expliquera un peu mieux que moi, mais effectivement, il a choisi de publier quand même le livre et que ce soit la seule sortie du printemps des Forges pour pouvoir concentrer tous ses efforts de promotion dessus. Et je trouve que c'était un très beau choix parce que les libraires s'en sont vraiment emparés. Donc oui, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de sorties, il y a eu beaucoup de titres très attendus, très grand public, mais les libraires, ils étaient là pour le livre. Et ça, c'était vraiment une très, très grande réussite de David. D'ailleurs, David? Oui, alors, puisqu'on est entre nous, je peux dire des choses qui sont très, très honnêtes, dont je sais que si elles étaient professées devant la terre entière, elles pourraient être sans contexte, mal comprises, mais effectivement, il y a quand même une toute petite chose qui nous a aidés. C'est qu'un premier roman, c'est toujours très difficile à défendre, même si aux Forges, il y a beaucoup de premiers romans. Et là, on avait un tout petit plus, c'est que Claire, en tant qu'éditrice, est très appréciée. Comme elle suit ses livres, il y avait quelques libraires clés qui attendaient avec curiosité son livre. Donc c'est vrai que ça nous a permis de ne pas être dans la situation très difficile où on devrait sortir un premier roman de quelqu'un inconnu sur un sujet difficile. Parce que, en fait, un long voyage se passe très bien, mais il ne faut pas que rétrospectivement on oublie que c'est un texte difficile. Alors, il n'est pas difficile à lire, mais le fait qu'il soit un texte de fantaisie qui rompt avec certains codes de fantaisie, ça peut être difficile pour certains lecteurs de fantaisie. Et le fait que ce soit un texte de littérature générale avec un tout petit peu d'imagination parce qu'il est dans un monde imaginaire, ça peut nous bloquer. Donc, en fait, il y a quand même théoriquement des obstacles qui, pour l'instant, ont été surmontés. Je pense que le contexte général de la librairie, ça a été un profond étonnement et réconfort pour moi parce que le confinement, ça a été très dur. Et les gens étaient un peu anxieux à la reprise et on avait vraiment peur que tout le monde se concentre sur les grosses sorties, les très gros éditeurs. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez merveilleux qui s'est fait, c'est qu'il y a une sorte de pacte que
je n'attendais pas et que je n'ai pas demandé, mais qui m'a agréablement surpris, entre les libraires indépendants et l'édition indépendante. C'est-à-dire les libraires indépendants, qui eux-mêmes, certains ont été en difficulté ou sont en difficulté par le confinement, enfin à cause du confinement, se sont dit on n'est pas seul, on va soutenir les éditeurs indépendants. Et donc nous, on a été la victime d'un élan d'amour de plein de libraires qui ont nous aider. Alors, ils ont aidé particulièrement Claire parce que c'était la nouveauté. Mais ils sont aussi allés chercher des livres, parfois des livres d'il y a 1 an, des choses comme ça qu'ils avaient aimé pour les faire remonter. Donc, par exemple, à la Grande Librairie, il y a eu la mention du roman de Jean-Luc Dachiano qui s'appelle « Souviens-toi des monstres », alors que c'est un roman qui a 17 mois maintenant. Donc voilà, il y a cet aspect très, très positif. Après, le chemin va être encore long parce qu'on n'a pas d'événement en librairie. Et on a eu hier un événement en librairie parce que c'est une librairie parisienne qui a une grande terrasse. Et c'était un événement sur Gilberto Villarroel, l'auteur chilien, parce que l'événement était prévu en mars et a été décalé. Mais ça sera notre seul événement du printemps, enfin événement physique. Mais par contre, alors pour revenir sur la question des découpages en librairie, moi, je vois l'écart qu'il y a entre moi, en tant que lecteur, tout comme Claire, j'ai envie de tout lire. Et dans ma bibliothèque, il y a des livres qui appartiennent à plein de genres. Et donc, enfin, voilà. Mais au moment où les livres sortent, on est un peu forcé pour aider tout le monde dans la librairie, les journalistes, voilà, de les classer. Et le rayon imaginaire a une très très grande qualité que n'a pas le rayon littérature générale, c'est que ce qu'on appelle la rotation est lente en imaginaire. Ça veut dire qu'en imaginaire, un livre peut rester plusieurs mois parce que le libraire y croit et va le soutenir. Et là, par exemple, on sait que pendant l'automne, Claire va être invitée dans plein de librairies, elle est déjà invitée dans plein de salons, et donc la promotion du livre de Claire va sans doute aller jusqu'en juin 2021. Voire même jusqu'en octobre 2021, quand arrivera son prochain roman. Voilà. Tandis que quand on est, alors pas de pression Claire, mais voilà, mais quand on est en littérature générale, c'est un rayon où il y a une marée permanente qui est terrifiante, où la rotation est très très rapide, et c'est là où il y avait un vrai risque. C'est-à-dire que quand on est en littérature générale, si le livre ne prend pas, mais au bout de 3 semaines, les libraires commencent à renvoyer le livre parce qu'ils ont besoin de place pour des nouveaux livres qui peut-être vont mieux marcher. Donc en fait, pour répondre à la question, tout se passe très bien. L'aventure va être très très longue, mais c'est en grande partie grâce au blog, grâce à Instagram, aux Instagrammeuses, grâce aux youtubeurs et grâce aux libraires qui soutiennent beaucoup le livre et vont le porter pendant très longtemps. Alors, Oriane, il y a aussi des Instagrammeurs, David. Oui, c'est vrai. Pardon ? Il y a aussi des Instagrammeurs. Hein. On est en minorité. Oui, Instagrammeurs. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais d'ailleurs, de ce côté-là, il y a quelque chose qui a changé. C'est que je pense qu'il y a encore 10 ans, on pouvait faire des couvertures qui étaient correctes, mais pas très visuelles en littérature. Maintenant, c'est plus possible. Parce qu'effectivement, Instagram, ça fait encore évoluer le rapport au livre en valorisant en fait beaucoup la couverture. Et justement, je pense que la presse a eu beaucoup d'articles sur la fermeture potentielle des petits éditeurs. Je pense que ça a fait peur à beaucoup de monde. Et on parlait de 70% de petites maisons d'édition qui allaient fermer, potentiellement fermer. Donc, je pense que l'engouement aussi est parti de là. Et je pense que la solidarité, l'élan de solidarité a pu fortement aider les petites maisons. Et tant mieux. Tant mieux. Pour la diversité. Oui, mais c'est un travail en fait assez difficile. Alors, c'est un autre éditeur. C'est Julien Delorme qui est le directeur commercial de La Peuplade pour l'Europe. Donc, La Peuplade, c'est une maison québécoise. Mais il disait, en fait, le travail des éditeurs indépendants, c'est de faire comprendre que nos romans ont un public et pas simplement quand c'est le coup de cœur du libraire. C'est ça qui est important, c'est que c'est important de faire lire nos livres par les libraires pour qu'ils les prennent en pile et les défendent. Mais en fait, les livres des forges, même si le libraire n'a pas le temps de les lire,
il peut les prendre en pile et il y en a qui trouvent leur lecteur. Parce que si on est seulement sur des coups de cœur, en fait, on reste quand même dans une forme de niche. Et il y avait le risque, dans une période de contraction comme il y a eu actuellement, qu'en fait, que tous les éditeurs indépendants passent à la trappe ou qu'en fait, un de leurs titres sorte, mais que le reste du catalogue passe à la trappe. Et nous, on est dans une situation où il y a le roman de Claire qui est bien porté, mais aussi tous les autres qui ont précédé, qui d'un seul coup ont remonté, alors que en fait, la manière dont on a organisé la chaîne du livre, c'est une chaîne qui est dopée à la nouveauté permanente, et c'est très dur de faire un travail de longue haleine, un travail de fond, c'est-à-dire que parfois, quand un livre est sorti il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, il est très très dur de le faire remonter. On peut le faire remonter en faisant des nouvelles éditions. Par exemple, avec Claire, on est très fan d'un auteur qui est, enfin, pas d'un auteur, d'un livre, d'un roman qui s'appelle Les Saisons de Maurice Ponce. Et là, Christian Bongois, là, on a refait une édition en poche pour le faire remonter. Mais par exemple, c'est un livre qui est porté depuis 50 ans presque par des libraires, par des fans. Mais c'est rare de réussir à construire ça, en fait. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui où il y a cette obsession de la nouveauté. Oui, là, on a vraiment affaire à un livre qui se vend depuis 50 ans, alors qu'il n'y a aucune actualité autour de l'auteur, autour de... Voilà, c'est le Graal pour un éditeur. Oui. Puis c'est un livre magnifique, ça ne cache rien. Oriane? J'avais une question. Du coup, vos maisons d'édition sont quand même à thème. Et... On n'entend pas très bien, ça a coupé. Oriane? Ça a coupé. Est-ce qu'elle s'est déconnectée? Je rebondis sur la perche tendue tout à l'heure par David sur le prochain roman, justement. Oui. Oriane, c'est bon? Okay. J'avais une autre question aussi par rapport au confinement. Si ça avait changé votre vision de voir les choses quand à la rencontre d'un nouveau écrivain, à la rencontre de nouvelles mises en page, des choses comme ça. Alors moi, j'avoue que la période de confinement, professionnellement, on ne s'est pas du tout concentré sur la découverte de nouveaux auteurs parce qu'on n'avait vraiment pas le cœur à ça. Vraiment pas. On n'était pas en bonne condition pour découvrir des textes. On s'est surtout concentré sur notre survie immédiate, en fait. Et surtout sur réagencer notre calendrier éditorial pour faire passer les titres qui étaient prévus au printemps, les faire passer au deuxième semestre 2020, voire début 2021. Donc, pour le coup, c'était plutôt ça la priorité. Du coup, ça va changer notre rythme de travail dans les mois à venir parce que des livres qui ont été retardés sont déjà prêts. Et je pense que d'ici quelques mois, effectivement, on aura peut-être plus de temps pour construire un peu plus en avance notre calendrier éditorial pour 2021, 2022, des choses comme ça. Mais dans l'immédiat, en tout cas, le confinement, pour moi, c'était une période trop anxiogène pour être vraiment sereine pour rechercher des textes. Je ne sais pas ce qu'il en a été pour toi, David, mais... Pour moi, c'est la même chose. Alors, concrètement, moi, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des classes préparatoires littéraires, mais moi, j'ai fait des classes préparatoires littéraires et j'ai bien aimé, mais j'ai cravaché. C'était très dur et je pensais que je ne recravacherais jamais autant de ma vie. Et le confinement, ça a été une période de travail très, très intense. Comme le disait Claire, c'était des questions de survie, c'est-à-dire des questions financières, de demande de subventions, ce type de choses. Et ce n'est pas fini, c'est-à-dire que je pense que Claire et moi, on attend une réponse du Centre national du livre pour savoir s'il nous aide un peu. Moi, je vais peut-être avoir une aide de la région Île-de-France, enfin, je ne sais pas, voilà. Donc, on a vraiment été pris par ces questions-là. Moi, j'ai eu le temps quand même d'avoir un tout petit travail de réflexion de fond sur... mais je pense que Claire aussi, Claire et Estelle de leur côté aussi, sur comment je travaille, comment être un peu plus efficace, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'il faut absolument garder dans la maison et qu'est-ce qui peut être écarté. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai tendance à me plonger dans les manuscrits quand j'ai la possibilité de publier. C'est-à-dire que je sais, par exemple, si je sais que dans 1 an, à telle date, j'ai le temps de publier pour un roman, et j'ai les ressources de publier, là, je plonge dans la boîte à manuscrits et je vais chercher une nouvelle voie. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que moi, plein de publications ont été décalées. Même le programme du 2e semestre a été décalé par rapport... voilà. Donc, grosso modo, je sais que 2021,
je le valide lundi matin vers 10h. Donc lundi matin vers 10h, je pourrais presque communiquer en vous donnant tout mon programme de l'année 2021. Et j'ai déjà une grosse partie de 2022. Donc pour l'instant, j'essaye de me remettre à la lecture des manuscrits. Mais c'est vrai que, en fait, je ne veux pas me retrouver dans la situation où je lis un manuscrit, je le trouve super, et je dis à l'auteur, ah, c'est super, mais je vous publie dans 28 mois. Parce que c'est pas compréhensible, c'est pas acceptable, en fait, ce type de choses, quoi. Et donc, non, c'est effectivement comme Claire, le travail actuel a plus été un travail de se financer correctement, discuter beaucoup avec les libraires, les blogs, Instagram, les booktubeurs, enfin booktubeuses surtout, et voilà, mais pas chercher de nouvelles voies. Et Oriane, tu avais une autre question? Oui, c'était par rapport, est-ce qu'il y a une appréhension par rapport à la seconde vague qui cesse, enfin, on entend parler à la radio, aux infos. Est-ce que vous avez une appréhension par rapport à ça ou au contraire, vous avez développé durant cette première phase de confinement des stratégies que vous allez mettre en place pour la seconde, s'il y a une seconde vague, afin de travailler au mieux? Moi, pour le coup, j'espère juste qu'il n'y aura pas de seconde vague parce que la question, c'est pas trop la façon de travailler. C'est si on referme les librairies pendant 3 mois, là, ça va être mortel, quoi. Donc, voilà, c'est plus ça. Là, il y a deux. Le sens général de seconde vague, c'est une seconde vague de l'épidémie. Tout ce qu'on a mis en place, c'est insuffisant pour endiguer les problèmes économiques. Parce que la chaîne du livre, c'est une chaîne qui repose en fait sur le fait qu'il y ait des librairies ouvertes. Et voilà, c'est-à-dire Fnac.com ou des choses comme ça ne supplée pas à ça. Le livre numérique, ça ne supplée pas à ça. Donc on espère qu'il n'y aura pas cette deuxième vague. Je pense qu'il y a une préoccupation différente pour ce qu'on appelle la seconde vague économique. C'est si effectivement il y a des fermetures d'entreprises, des licenciements et donc une baisse générale de pouvoir d'achat ou une angoisse sur le pouvoir d'achat, ça peut nous poser aussi d'autres types de problèmes. Sachant qu'il y a quand même une particularité, c'est que quand il y a des variations du moral des ménages, ça n'atteint généralement pas la consommation de livres. C'est-à-dire que c'est ça qui est bizarre, mais c'est tout à l'honneur des Françaises et des Français, c'est si leur salaire baisse, ils achètent moins de pâtes, mais ils achètent toujours autant de livres. Donc, ce qui... Nourriture intellectuelle. Pour nous, c'est très bien, mais voilà. Et alors, attention, tout à l'heure, on parlait de la vague fantastique en librairie. La vague, elle est un tout petit peu faussée par un autre élément. C'est qu'il y a eu quand même une phase de presque un mois où, en fait, les Françaises et les Français ont un budget culturel qui se le disent consciemment ou inconsciemment. Et il y a eu une période où le quasi seul loisir qui était disponible à la vente, en dehors de Netflix, c'était les livres. Il n'y avait pas les cinémas, il n'y avait pas les salles de concert, il n'y avait pas les expositions. Et en fait, moi, je n'aime pas penser comme ça, mais il faut bien voir que d'une certaine façon, on est malheureusement dans une forme de concurrence inconsciente avec eux. C'est-à-dire qu'il y a plein de Français qui avaient des sous de côté parce qu'ils aiment, voilà, ils aiment la culture. Ils ne pouvaient pas le dépenser sur certains types de culture et donc ils sont allés particulièrement sur le livre. Et ça, déjà, on sent que c'est en train de chuter parce que les cinémas rouvrent, la musique, ça va reprendre petit à petit. Et voilà. Mais moi, je suis très content que les cinémas. Et tant mieux. Oui, oui. Moi, je vais souvent au cinéma, donc voilà, je suis très content. Mais voilà, donc il y a différentes vagues qui sont face à nous, mais on n'a pas de moyen de contourner le fait que l'essentiel des livres s'achètent en librairie. Et voilà, il y a plein de petites expériences. Il y a le click and collect, des choses comme ça. Il y a plein de trucs. Il y a certains libraires qui essayent de mettre en place un système où vous commandez sur leur site et le distributeur envoie directement, c'est-à-dire que comme ça, vous pouvez avoir des livres que le libraire n'a pas en stock. Voilà. Mais tout ça, c'est très lourd, c'est pas très rentable comme système. C'est vraiment des systèmes correctifs. Ça ne peut pas se substituer à l'économie normale du livre papier. Et puis ça implique aussi que le client de la librairie sache exactement ce qu'il veut acheter, alors que je pense qu'on sait tous ici que le plaisir d'aller en librairie, c'est de flâner et c'est de repartir avec le livre qu'on n'avait pas forcément prévu d'acheter. Ouais.
Alors avant que j'oublie, on va faire la petite photo de groupe. Il y a d'autres questions derrière, mais on fait la petite photo de groupe, la fameuse, la légendaire, avant. Si tout le monde se tient prêt, je vois que tout le monde se recoiffe là, chose que les garçons n'ont pas besoin de faire. Nous, aucun problème. 1, 2, 3. C'est bon, ok. Royane, c'est à toi. Oui, je suis désolée, j'ai plein de questions. C'était par rapport au fait que du coup, est-ce que vous pensez que les personnes qui du coup n'avaient pas accès au cinéma, qui n'avaient pas accès au musée, n'ont pas pu avoir ce plaisir et qui se sont donc remis dans la lecture, qu'ils avaient peut-être mis de côté pour quelques temps ou complètement abandonné, et ben ça va leur redonner envie de lecture et du coup redonner envie de lire des livres et donc peut-être propulser la consommation de livres. Moi, je l'espère, mais après, ce serait triste que ça se fasse au détriment des autres domaines. Enfin, on est tous dépendants les uns des autres, je pense. Non, mais c'est vrai que je pense que la plupart d'entre nous, on a différentes pratiques culturelles en tant que spectateurs, spectatrices. Voilà, on a le livre, le cinéma, la vidéo, le concert, la peinture sur soi, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez important, c'est que moi, je discute avec beaucoup d'amis qui sortent de 3 mois où ils ont passé leur journée face à un écran. Et maintenant, ils ont 2 types de besoins. Ils ont besoin d'un peu de sociabilité, c'est-à-dire de croiser d'autres êtres humains. Et aussi, le livre, c'est aussi souvent un moyen de rompre un peu avec l'écran. C'est-à-dire, par exemple, moi, pour le travail, j'ai quand même l'habitude de lire beaucoup sur écran. Au bout d'un moment, j'en ai vraiment marre. C'est-à-dire, j'ai passé le confinement, je ne sais pas, à 15 heures, 16 heures devant mon écran par jour. C'est pas très bon, c'est pas très sain. Et le livre papier, c'est-à-dire s'asseoir au calme, sans avoir une notification qui apparaît régulièrement, c'est presque un besoin de solitude, un besoin de calme. Et voilà, donc je pense qu'il y a des personnes qui ont regoûté à la lecture grâce à ça. Et je pense que ces jours-ci, il y en a qui ont besoin d'un petit sevrage numérique. Donc, si ça les pousse un peu plus vers la lecture, voilà. Et c'est vrai que la lecture, il y a plein d'études sur les bénéfices psychiques de la lecture, voilà. Donc, c'est très bien, on verra. Ménard, bon, ouais. Oui. Ouais, David, c'est une question pour toi. Ça va être maintenant les 10 ans des Forges et je voulais savoir, pour avoir lu à peu près presque tous les livres qui ont été édités par toi, je voulais savoir si la relation des auteurs qui recherchent à être publiés ont changé par rapport aux Forges, si tu reçois beaucoup plus de manuscrits et comment justement tu arrives à gérer ça, si c'est le cas. Effectivement, je reçois beaucoup plus de manuscrits. C'est vrai que, alors c'est drôle, c'est que chaque livre entraîne sa propre vague de manuscrits. Donc, grâce à Claire, je reçois beaucoup de fantaisie. Voilà. Avec Alexandra Kochelik, je recevais beaucoup de littérature générale. Donc, oui. Et qui n'était pas radioactive. Qui n'était pas radioactive. Alors, j'ai reçu plusieurs textes d'écologie aussi. Donc, ça, que j'ai trouvé très intéressant. Mais oui, j'ai une vague qui augmente. Donc là, par exemple, je pense que vers la fin de l'année, je serai plus vers 3000 manuscrits pour l'année 2020. Enfin, la courbe est sur 3000 manuscrits. Je pense qu'aussi, il y a eu un petit effet Covid. Il y a pas mal de gens qui ont écrit quelque chose pendant le confinement. J'en ai déjà reçu une trentaine. Donc voilà. Mais après, sur le reste, non, la relation avec les auteurs qui sont au sein de la maison n'a pas changé particulièrement. Moi, je les aime encore plus parce que je mesure la chance que j'ai. C'est pas juste moi qui les choisis, c'est aussi eux qui choisissent la maison. Donc, non, et effectivement, c'est les 10 ans cette année. On avait des festivités qui étaient prévues. On va dire qu'elles sont toutes virtuelles. C'est-à-dire, c'est pire que ça, elles sont dans nos têtes. Voilà. On fera peut-être quelque chose à l'automne, mais on attend, on décidera au dernier moment. Il y a des petites choses qu'on fait. On sortira, je pense, un recueil d'entretiens des auteurs, qui sont des entretiens qu'on a fait pendant le confinement,
mais ça sera vraiment hors commerce pour nous faire plaisir. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui le veulent, on peut leur vendre, mais on ne va pas le diffuser en librairie parce que ce n'est pas passionnant. Enfin, je pense que c'est très intéressant, mais c'est pour un… Non. J'espère que Claire n'y a pas participé, du coup. Non, mais… C'est le moment où on se dit qu'on Non, a mais je bien comprends fait ce faire… que tu veux dire. Non, mais En c'est principe, simplement c'est moi, les que… boulettes. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est dans ce moment-là qu'on se dit j'ai bien fait de faire édition et pas diplomatie. Non, c'est-à-dire que ça va être un super livre, mais pour moi, ça sera un livre que tout étudiant ou étudiante en édition devrait lire. Ça fait très prétentieux de faire ça, mais en fait, il n'y a pas tant de livres sur l'édition. Donc, les gens qui veulent travailler là-dedans, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour des libraires aussi, s'ils ont du temps de lecture, parce que c'est une introduction à toute la maison par les auteurs. Donc, on fait ça. Pour les 10 ans, on fait aussi une traduction en anglais de tous les premiers chapitres des auteurs français des Forges, pour essayer de convaincre nos confrères internationaux de traduire massivement les auteurs des Forges. Et On va bien tout couper, David. non, et on fera notre catalogue, notre premier catalogue. Donc, si vous êtes libraire, bibliothécaire ou même blogueur, booktuber, instagrammeur et vous voulez notre catalogue, il sera en édition limitée et c'est pour le mois de septembre. Voilà. Tu remarqueras, Jean-Marc, que maintenant, il n'utilise plus du tout le féminin et il utilise le masculin à toutes les sauces. Ça y est, il a Belle craqué. remarque, Jean-Marc. Parfait. J'ai vu, ouais, bravo David, on l'a eu.